que je vous ai déjà expliqué, c'est que le but d'Activision, c'est la fusion entre Activision et Blizzard. Blizzard éditait des jeux online comme World of Warcraft, voilà. Ils ont développé des MMO chez Blizzard comme Overwatch et ce genre de choses. Et chez Activision, ils éditaient des jeux, dont surtout Call of Duty. Ils ont racheté après pour être présent dans le mobile King Digital qui édite Candy Crush et ils essayent maintenant vraiment de créer une vision cross-plateforme de leurs assets et de déployer leurs assets dans le temps pour engager les joueurs. C'est-à-dire en fait, eux, leur stratégie, c'est de se dire quand vous jouez à Call of Duty, si vous pouvez jouer sur console, sur mobile, sur tablette, et que vous êtes toujours dans l'univers Call of Duty, bah, vous allez être dépendant de l'univers Call of Duty. Et vous n'aurez pas forcément envie d'aller sur un autre univers. Et ils vont essayer de d'étendre leur audience, d'étendre leur capacité de monétiser. C'est-à-dire typiquement, vous êtes un joueur Call of Duty, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'aller payer 60 balles pour aller acheter le jeu. Mais peut-être que vous êtes prêt à payer 5 balles pour jouer sur mobile avec des cosmétiques ou ce genre de choses. Donc ils vont tout de suite et tout le temps essayer de monétiser leur base d'utilisateurs le plus efficacement possible. Et ça, c'est permis justement par ces assets qui sont les mêmes mais qui sont sur plusieurs segments. Donc là, on vous le montre avec Call of Duty, et ça, c'est ce que je vous dis plus en plus souvent. Le but de ceux qui ont des triple A maintenant, c'est d'arriver à monétiser leurs assets sur plusieurs segments et de créer vraiment un aspect de licence globale. C'est vraiment ça qu'il faut que vous retenez. C'est on essaye de créer vraiment une licence globale et quelque chose de très puissant. Voilà. Et donc vous voyez, ils ont réussi avec Call of Duty, ils font Call of Duty Cold War, ils font Call of Duty Warzone, Call of Duty Mobile, ils font beaucoup de choses et en fait à chaque fois ils vont tirer profit de la licence qu'ils ont déjà installée, la base utilisateur qui est déjà une base utilisateur qui a envie de jouer à Call of Duty, de ce genre de choses, et ils vont installer tout ça dans le temps. Et ça c'est vraiment quelque chose qui leur permet de gagner énormément d'argent et de faire leur croissance. Et c'est une croissance qui est très organique, hein, parce qu'en fait, ils vont stimuler leur base d'utilisateurs, ils vont leur permettre à des joueurs mobiles de jouer sur console, permettre à des joueurs console de jouer sur mobile, leur dire vous jouez à Call of Duty sur console, bah jouez-y sur mobile quand vous êtes dans les transports en commun, ce genre de choses. Ils vont créer un peu des bonus. Si vous jouez beaucoup aux jeux mobiles, vous avez des bonus un peu cosmétiques sur le jeu, sur console, ce genre de choses. Ils vont créer des attractions comme ça et ça va créer des passerelles entre les jeux et ça vous permet de monétiser grandement. Et vous dites que là où avant, par exemple, vous aviez un jeu mobile, un jeu console, un jeu tablette et qu'ils étaient vraiment uniques, bah, en les reliant, bah, tout de suite vous créez un effet d'entraînement entre les différentes communautés des différents jeux et vous allez créer beaucoup plus de valeur, hein. Donc vous voyez là, hein, les revenus du Q1. Donc vous avez 881 millions pour Activision, 483 millions pour Blizzard et 609 millions pour King Digital. Vous voyez qu'au niveau de l'operating margin, le plus haut c'est chez Activision, le plus bas c'est chez King. Ça c'est assez normal parce que vraiment Call of Duty c'est une cash machine. Le problème de King Digital, pourquoi c'est un peu moins fort? Parce qu'en fait sur mobile vous êtes tout le temps obligé d'acquérir des joueurs et donc vous êtes continuellement en train de faire la course entre les joueurs qui arrêtent de jouer à vos jeux et les nouveaux joueurs que vous devez acquérir, et ça coûte très cher d'acquérir des joueurs mobiles. Donc du coup, ça capte souvent votre marge opérationnelle aux alentours de 30-40%. Vous pouvez pas aller bien au-delà. Alors que si vous faites du jeu sur console, vous pouvez monter beaucoup plus haut, hein. Vous pouvez monter à 70. Ouais, 70% c'est le mieux que j'ai vu, je pense, chez un gros acteur. Mais il faut vraiment des licences très exceptionnelles, hein, pour arriver à ces niveaux-là. Tout le monde n'arrive pas à ces niveaux-là. Et même pour maintenir à long terme du 30% sur un actif mobile, c'est quand même, faut quand même être très bon. Au niveau des revenus, bah, vous voyez que vous avez une croissance de 22% sur King Digital, vous avez une croissance de 7% sur Blizzard. Donc ça, c'est dû aussi au fait que World of Warcraft, c'est un jeu qui est descendant. Après, comme je vous l'ai déjà expliqué avec Nexon et avec d'autres entreprises, je peux vous dire que World of Warcraft est un jeu qui est en train de descendre, mais est-ce qu'à un moment il va pas arriver au bas de la piscine et il va reprendre sa croissance? Donc le fait d'avoir ces assets qui sont matures d'une différente manière, c'est-à-dire que c'est plus mature chez Blizzard que chez Activision ou chez King,
pouvez vous dire que la prochaine phase de croissance, ça sera peut-être alimentée par Blizzard et pas par King ou pas par Activision. Donc ça, c'est très très intéressant. Et cette maturité, vous l'avez vu avant, parce que pendant un certain temps, la phase de croissance forte, elle était chez Blizzard, et vous aviez une phase de croissance assez faible chez Activision, et vous voyez que maintenant, la phase de croissance assez forte, elle est chez Activision avec 72% de croissance, et la phase de croissance assez faible, elle est chez Blizzard avec 7%. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, et ça vous montre aussi que dans le jeu vidéo, quand vous avez une diversité d'actifs, c'est quand même quelque chose qui vous permet un peu de créer une stabilité dans le temps, et en plus de créer des synergies entre vos actifs, hein. Donc après, bah, vous avez la cash machine, hein. Et ça, c'est ce que je vous explique toujours, c'est les héros deviennent de plus en plus gros, et le problème, c'est qu'ils deviennent de plus en plus gros, et puis après, ils sont inarrêtables. Donc Activision était déjà un très gros studio quand ils étaient avec Call of Duty. Ils ont été rachetés Blizzard, qui était détenu avant par Vivendi. Ils ont fusionné, et depuis, ils ont racheté King. Et en fait, vous vous rendez compte que plus le temps passe, plus leur taille dans le marché devient grosse, et plus leur capacité à créer de la valeur est grande. Parce que regardez, en 2020, en début... toc, 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 oui, en début 2020, enfin en fin 2020, non, début 2020, pardon, ils sont en net cash de 3 milliards. À fin 2020, ils sont en net cash de 5 milliards 17. Et au fin du Q1 2021, ils sont en net cash de 5,97 milliards. Le cash flow, il est considérable. Ils ont acheté leurs actions, ils ont acheté des studios, des choses comme ça. Donc vous avez un cash flow qui est considérable, et vous avez une capacité à aller créer de la valeur qui est vraiment excessivement forte. Et ça, franchement, bah, c'est assez complexe de se mettre contre. Parce que faut savoir que, par exemple, euh, un studio comme Activision, pardon, Activision Blizzard, ça cote à l'heure actuelle, hein, je vais vous dire, ça cote 95 dollars, et ça vaut 74 milliards, enfin 74,3. Vous pouvez vous dire quand même que en 10 ans, ouais, à peu près ça, en 10 ans, s'ils font de la croissance, ils ont la capacité de créer en cash leur capitalisation. C'est assez dingue sur un marché en croissance, avec de la valeur, ce genre de choses. Et quand vous prenez les acteurs, c'est toujours la même chose. Alors après, c'est toujours compliqué. Est-ce que dans 10 ans, les gens voudront toujours jouer à Call of Duty, ce genre de choses? Ça, bon, personne ne peut vous l'assurer. Ça, c'est vrai. Mais vous vous rendez bien compte la capacité qu'ont ces gens à créer des choses et à devenir monopolistiques. Parce que dites-vous que Ubisoft, ça vaut 5 milliards. Il y a 10 ans, Activision aurait voulu racheter Ubisoft, c'était compliqué. Si c'était qu'en cash, ça tendait le bilan d'Activision de manière considérable. Il y a 10 ans, hein. Maintenant, Activision veut racheter Blizzard. Je pense qu'au milieu de l'année 2021, pour eux, c'est une acquisition qui passe comme une lettre à la poste sans même faire appel à de la dette, quoi. Donc vous voyez bien que la capacité de créer de la valeur chez ces gens-là, elle est considérable. Et vous avez un peu la même chose chez EA. EA qui a été un acteur qui a longtemps pas créé de valeur. Il commence à créer de la valeur, mais il a pris une telle taille que maintenant c'est Byzance, quoi, pour ces acteurs-là. Et donc vous comprenez aussi l'évolution des cours de bourse de ces acteurs-là. C'est pas que de la déraison. C'est parce que derrière, il y a la construction d'un marché à long terme, il y a la construction de quelque chose, et vous n'êtes pas, entre guillemets, sur du cyclique. C'est pas le marché du jeu vidéo, il va faire 150 milliards cette année, puis l'année prochaine 100 milliards, puis après 200, puis après 80 et tout. Non, non, c'est un marché qui est structurellement en croissance dans le temps. Plus il y a d'habitants sur la planète, plus il y a de gens qui vont jouer, plus ils vont dépenser. Plus les gens, les générations avancent comme ça, bah, plus vous allez avoir ce genre de choses aussi, des gens qui vont dépenser et tout. Donc vraiment, il faut vous poser les bonnes questions, et ça vous montre vraiment la valeur de ces acteurs.